Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré! Ici Hélène, Et Mélanie. pour vous servir et vous raconter des histoires horribles. C'est tout en douceur pour raconter des histoires Oui. vraiment fucking trash. Surtout celle-là aujourd'hui. En tout Oh cas. my god, oui. Ça fait longtemps qu'on a enregistré, en plus, j'ai l'impression. Hélène, Quand elle s'est même. tapé 3 semaines de grosses maladies. Elle est Ah allée en oui. Belgique pendant ces semaines de maladie. Oui. Et sa fille a eu 1 an. Ouais, ma Bravo. fille a 1 an, elle a eu une otite, moi une streptocoque, on a tous eu la gastro, Ouais. une grippe de 2 semaines. Ouais. Ouais. Puis moi, je suis restée chez nous. Parce Ouais. qu'on enregistre chez elle. Fait que je peux-tu vous dire que j'ai pas mis les pieds ici? Ouais. Fait qu'on enregistre, c'est ça, plus dernière minute que d'habitude. Ouais. Parce que là, on est On est Oui, vendredi. on est Puis vendredi. ça sort lundi, puis ça sort plus tôt sur Patreon. Fait que, hein? Ah ouais, vous êtes... J'ai de la job à soir. Vous êtes gâtés, la gang. Ouais. Un gros mois de mai qui s'en vient. Ouais. Qui commence, en fait, parce qu'on est le 1er mai, techniquement, aujourd'hui. Oui, c'est Et vrai. pour Quand nos vous Patreons, écoutez on l'épisode, oui, on est le 1er mai. C'est mêlant d'enregistrer dans le passé. Dans le passé. OK, sorry. On a un crime de potin aujourd'hui. Oui. Hélène? Oui, il y a beaucoup de monde qui nous ont écrit sur le vol de sirop d'érable. Ça a été très populaire. Ça a comme été très, très épisode. populaire. Ouais. Mais quand j'ai écrit l'histoire, je capotais tellement. Je me suis dit, ça peut pas ne Mm. pas intéresser les Québécois. Ouais. Impossible. Puis il y a comme plein de monde aussi, tu sais, qui nous ont écrit pour dire comme qu'ils ont croisé des gens impliqués Ouais. dans cette histoire-là, que maintenant, ben, ils vivent leur vie, là. Ils sont plus en prison. Puis Non, comme... genre, ils vont avec bien, là. Caron, le cerveau de l'histoire, il y a bien du monde qui le connaissent. Ouais, Qui c'est l'ont ça. fréquenté dans la vie. et- C'est drôle. Ouais. Mais c'est ça, il y a Myriam qui dit « Bonjour les filles, je vous adore. J'adore écouter... Oh. J'adore écouter vos podcasts et votre façon de faire. Je viens d'écouter votre dernier sur le vol de sirop d'érable et j'ai un commentaire. Les industries avec des quotas, donc lait de vache, sirop d'érable et œufs, peuvent avoir l'air de cartel, mais en réalité, ils évitent les surplus et s'occupent de la mise en marché. Par exemple, un producteur de lait ne peut pas produire plus de lait que sa limite de quota, ce qui évite du gaspillage de produits laitiers. Un acériculteur est certain d'être payé chaque année pour au maximum son quota de ce qui lui assure un salaire chaque année. Les surplus sont entreposés, mais une année où il produit moins que son quota et sera payé à ce moment-là. En gros, ça stabilise les produits et assure un salaire annuel plus stable, en plus de ne pas avoir à s'occuper de vente ou de la mise en marché, bien que certains le font quand même, leur mise en marché personnelle, puisqu'ils sont libres de le faire. Elle dit J'espère vous avoir informé sur le fonctionnement des quotas. Continuez votre beau travail. J'adore votre énergie. Ah, Oh. merci, Ben, Myriam. merci, Myriam. Ben oui, c'est bien expliqué. C'est vrai que, Ouais. tu sais, je comprends qu'il y a des mauvais côtés, des fois, là, au quota. C'est ça, au quota puis aux réglementations qui vont avec. Mais c'est vrai que, comme l'idée générale... Ouais, je comprends vraiment c'est l'idée une bonne générale. Je idée, pense tu sais. qu'avec le sirop d'érable, moi, j'ai fait de la recherche là-dessus seulement. J'ai pas fait de la recherche sur les autres industries, mais je pense que le problème, c'était comment la réserve stratégique mondiale était gérée au départ. Mm. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça s'est amélioré, mais ils contrôlent quand même tout. Ouais. Ils ont quand même un monopole. Ouais, quand même. C'est Mm. ça. Ouais. Là, on dit un bon côté des quotas, mais tu sais, je sais qu'il y a eu d'autres messages pour, tu sais, Mhm. d'auditeurs pour dire qu'ils n'aimaient pas ça, ou tu sais, qui Ouais, c'est très. parlaient c'est de l'autre très côté. Là. C'est très controversé. polarisant. Ouais, c'est ça. Ouh. Mm. Très beau Un mot. beau mot, hein, ce Bravo. vendredi après-mmidi. Je sais pas, qu'est-ce que Je vais avoir le droit d'une bière bientôt. Oh! Il y en a genre 50 qui traînent dans le corridor. Toute pleine, inquiétez-vous pas. Hélène n'a sait pas claquer 50 bières avant de commencer le podcast. Non, inquiétez-vous pas. Juste après. En plus, ça fait 3 semaines, je suis full sage parce que j'étais vraiment malade. Ah oui, c'est Hey, tu sais, j'étais vrai. en Belgique, puis genre, j'ai à peine bu de bière tellement je suis. Puis Hélène est très fan de bière. Oui. Faut savoir que Puis je elle est allée en suis moitié irlandaise, donc ça coule dans mes veines. C'est un problème. C'est un beau problème. Ouais. Écoute, merci beaucoup Myriam de nous avoir écouté d'expliquer les quotas. Je suis très contente de tout savoir ça. Alors, je sais un peu ce que tu vas raconter aujourd'hui. Ouais, là, faut que je vous parle. Je vais vous expliquer mon processus de pensée que, bon, vous allez peut-être me trouver un peu folle, mais bon.
Mais bon, si vous aviez pas encore réalisé qu'on était folle rendu au 61e épisode, vous écoutiez pas trop. Pas. On se rappelle qu'on a fait un spécial bébé mort enceinte pour l'Halloween. Oui. Fait que voilà. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le même ordre d'idées, le mois de mai, c'est la fête des mères, on s'entend, le 14. Mm-hmm. Et je cherchais comme un épisode à faire sur comme une mère meurtrière, tu sais, la thématique mère. Et là, évidemment, je suis tombée sur l'histoire de Aurore, qui a marqué le Québec il y a 100 ans. Et là, je me suis dit, bon, il y a plusieurs personnes qui nous l'ont demandé, qui voulaient l'histoire. Fait que là, je commence à écrire l'histoire. Et là, je tombe sur une autre histoire connexe à celle d'Aurore, celle de la fillette de Granby, qui est arrivée en 2019. Et là, je me suis dit, je vais raconter l'histoire d'Aurore puis faire un petit bonus pour la fillette de Granby. Mais là, plus je fais des recherches, plus j'avance dans l'histoire vraiment horrible de la fillette de Granby. Plus je me dis que cette histoire-là, c'est tellement d'actualité. Puis encore aujourd'hui, j'ai encore trouvé des nouvelles informations qui sont sorties hier. C'est tellement d'actualité, puis c'est tellement une histoire horrible qu'il y a beaucoup de monde à qui j'en ai parlé récemment parce que je travaillais là-dessus, puis ils m'ont dit « je n'étais même pas au courant ». Puis je peux pas croire que cette histoire-là, il y a encore des gens qui la connaissent pas, tandis que Aurore, l'histoire, c'est la même histoire. C'est une petite fille qui a été maltraitée par sa belle-mère. La même histoire. Et je peux pas croire que cette histoire-là n'est pas connue de tous. Fait que là, je me suis dit, je peux pas faire un bonus avec ça parce que je veux absolument que l'histoire sorte au grand jour puis que tout le monde... Mais pas qu'elle sorte au grand jour, mais... Qu'il y a nos centaines de milliers d'auditeurs. Bon, rien encore de moi parce que j'ai dit qu'on est écouté par des centaines de milliers de personnes. C'est pas ça que je voulais dire. Écoute, dream big. Ben oui. Fait qu'en tout cas, bref, fait que là, tu sais, la logique des choses aurait été que je vous raconte Aurore et après ça, que je vous raconte la fillette de Granby. Mais là, on en a discuté ce matin avec Hélène, puis on a décidé de switcher. Et je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de la fillette de Granby parce que c'est extrêmement d'actualité puis que est horrible l'histoire, je vous avertis. Et pour ceux qui veulent connaître Aurore, elle va être sur notre Patreon. Ouais, ça va être l'épisode bonus du mois de mai. Ça va être l'épisode bonus du mois de mai. Et sachez que Aurore, tu sais, oui, on la connaît beaucoup au Québec, l'histoire. Mais sachez, pour ceux qui ont juste vu le film en 2004, moi, je l'ai vu le film et maintenant que j'ai fait des recherches très approfondies, le film s'est inspiré de sa vie. C'est pas exactement ce qui est arrivé. Puis même un gros exemple, c'est l'accusé dans le film, c'est pas le vrai accusé dans la vraie vie. Et même qu'il y a des livres qui sont sortis qui prouveraient peut-être que l'histoire d'Aurore, elle existe peut-être même pas. Ouais. Fait qu'en tout cas, je vous parle de tout ça dans l'épisode bonus qui va sortir la semaine prochaine. Yeah, j'ai hâte. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de la fillette de Granby. Je vous avertis tout de suite, c'est un long épisode. J'ai 8 pages d'écrit. Et c'est vraiment pas facile à entendre, OK? Moi, en tant que maman et même que personne, point, j'ai dû arrêter d'écrire l'histoire à quelques reprises parce que j'avais trop mal. Mettons, ce matin, je finissais l'histoire puis je regardais ma petite de 1 an et quelques qui était assise à côté de moi puis je suis OK, non. Il fallait que je prenne un petit break. Oh my God. Ouais, elle est vraiment j'ai genre déjà des frissons pis t'as même pas commencé à raconter encore. Ouais. Fait que... je vous raconte ça. OK. On y va. Vas-y, je suis prête. La fillette de Granby, qu'on dit... les journaux l'intitulaient « La pire histoire que le Québec a vue dans les 100 dernières années ». Ce que je comprends, depuis Aurore, dans le fond. Mes sources, Le Devoir, le Journal de Montréal, La Presse, plus précisément, il y a un article de Patrick Lagacé que je vais citer pendant mon épisode, qui est vraiment... Patrick Lagacé, son opinion, là, c'est... il met des mots sur toutes mes pensées. C'est incroyable comment ce qu'il pense, c'est exactement comme je l'adore. Il est vraiment incroyable. Ton best. Mon best. T'as une photo avec. Hélène, tantôt que j'ai une photo avec lui, une fille avec qui j'allais au secondaire et le bonhomme Carnaval. Sur la même photo.
Hélène était là, mais c'est quoi le rapport de ces 3 personnes? Puis en fait, c'est parce que c'est la fille avec qui j'allais au secondaire, c'est Sally Andréane. C'est mon ancienne coloc. Puis quand on habitait ensemble, on était allés à un enregistrement de son émission à Patrick Lagacé. Puis il y avait un des émissions, un des invités dans son émission, que c'était le bonhomme carnaval. Fait que notre photo. Je t'en montrerai tantôt. Oui, je veux voir ça. Notre photo avec Andréane, Patrick Lagacé et le bonhomme carnaval. Bref, cesse de trêve de transgénie. J'ai écrit un bébé avant-propos. OK. Faut noter qu'il y a des interdits de publication qui empêchent les médias de révéler l'identité de toutes les personnes qui ont été impliquées dans l'histoire que je vais raconter, évidemment pour protéger les membres de la famille et la victime. Aussi, la fillette de Granby, tu sais, des fois, quand il y a des interdictions de publication, souvent, je donne un nom fictif, mettons, à la personne. Là, j'ai choisi de pas le faire parce que j'étais là, OK, quel nom je donne? Puis là, je me dis, mettons que je l'appelle genre Hélène, puis que, tu sais, on parle à quelqu'un qui a un enfant qui s'appelle Hélène, puis genre, tu sais, je peux pas choisir un nom, puis mettre, fait j'ai donné le nom fictif à personne dans l'histoire, c'est la mère, le père, la fillette. Puis la grand-mère, puis c'était... OK. Je pense que c'est... Mais c'est assez clair comme ça, ouais. Donc... Je commence avec qu'est-ce qui est arrivé. Okay. Le 29 avril 2019, à Granby, des premiers répondants sont appelés et font leur entrée dans une petite maison de banlieue. Une maison propre et bien rangée. Dans la cuisine, un frigo rempli de bonne nourriture et sur le comptoir des biscuits et des bonbons. En pénétrant davantage dans la maison, les ambulanciers croisent beaucoup de jouets. Des enfants habitent clairement ici. À partir du couloir, ils entrent dans une chambre d'enfant, vide. Tous les meubles ont été empilés un par-dessus l'autre contre le mur pour boucher la fenêtre. Aucune lumière rentre. Il fait aussi extrêmement chaud dans la pièce. À côté d'un petit lit rose mis sur le côté contre le mur, il y a une lampe de chevet, une mini-toilette pour enfants, une tuque rose, 2 paires de ciseaux, un rouleau de tape transparent, genre le tape qu'on utilise pour taper des boîtes quand on aménage, puis une chemise d'adulte kaki à moitié mouillée dans lequel un nœud très très serré a été fait au niveau des manches. Donc les 2 manches sont attachées ensemble. Sur ce même plancher, le corps d'une fillette de 7 ans, complètement nue et entièrement recouvert de ruban adhésif. Quand je dis entièrement recouvert, je veux dire même les cheveux et sur le visage obstruant son nez et sa bouche. Oh my God. La fillette était consciente et ne respire plus. À côté d'elle, de l'urine, du vomi et un gros amas de papier collant de 13 cm par 41 cm, qui est quand même gros, qui a été moulé en une forme de coquille. Collé sur l'amas de tape, on retrouve des matériaux roses et des longs cheveux bruns. La jeune fille est décrite comme extrêmement maigre, avec la peau très moite et chaude et enroulée comme une momie. Je me sens pas bien. Qu'est-ce qui est arrivé à la pauvre petite fillette de Granby? Il faut savoir que la pauvre petite fille est née dans un horrible environnement. Okay? Des parents qui auraient, selon moi et selon bien les gens, jamais dû avoir d'enfants. Clairement. Jamais. Donc, l'histoire commence en 2011, quand la maman tombe enceinte de la fillette. La mère, elle a un trouble de personnalité limite, elle a une déficience intellectuelle et un trouble obsessionnel compulsif amplifié par de l'anxiété. On top of that, elle consomme de l'alcool et de la drogue. Enceinte, elle menace souvent de faire du mal à son bébé et se frappe régulièrement le ventre. Oh my God. Dès qu'elle met au monde sa fille, la mère est déclarée inapte à s'en occuper. Donc, en novembre 2011, la petite a 4 mois et c'est son père qui obtient sa garde. Mais, ça c'est un peu pas clair, là, mais le couple il est encore ensemble. OK. Mais c'est le père qui la garde. OK. C'est pas très clair ce bout-là de l'histoire. Fait que probablement que la mère n'a pas le droit d'être seule. Ouais, probablement. Ou même d'habiter dans la même résidence. Je sais pas ce bout-là, il y a absolument rien qui dit, mais ouais, ça se pourrait que ce soit ça. Le père, lui, il a de très gros problèmes de drogue et d'alcool. Puis quand je dis très gros, il consomme quotidiennement du cannabis et de la méthamphétamine. J'ai toujours de la misère à dire ça. Pour ceux qui s'y connaissent pas trop en drogue comme moi, j'ai dû googler.
La méthamphétamine, c'est un groupe de drogues vraiment très dur. Ça englobe, entre autres, le speed et le crystal meth. Ouais, c'est pas C'est pas léger. pour les doux, là. Ouais. Non. Tu sais, fumer du pot, c'est une chose, là, mais prendre du meth, c'est comme next level en Ouais, esti. ça va pas bien. Bref, le père qui a déjà des problèmes, on y ajoute à ça, lui aussi, une personnalité dépendante et antisociale. Et aussi, parce que ça s'est passé, pendant son adolescence, il aurait abusé sexuellement de son propre frère et de sa sœur. Oh! Oh! Ça, c'est son père, hein, la petite fille. OK. Fait que le père, quand il obtient la garde de sa fille de 4 mois, lui, ça ne tente pas de s'occuper pantoute d'un bébé, là. Il la nourrit pas. Quand elle pleure la nuit, il la laisse pleurer parce qu'il dit que la nuit, c'est faite pour dormir, puis il faudrait que le bébé commence à apprendre ça à 4 mois. Donc, c'est ses parents à lui qui finissent par s'en occuper parce qu'il faut bien la nourrir, la petite. Mm-hmm. Après quelques mois, la mère du père, donc la grand-mère de la petite, elle en a comme assez du comportement de son fils, puis a fait un signalement de négligence à la DPJ. En 2012, la Cour donne la garde temporaire de la fillette à sa grand-mère. Puis ce sont des ordonnances temporaires de 6 mois qui sont renouvelables. Donc, à tous les 6 mois, le cas du père est analysé pour voir s'il est apte à revoir sa fille ou pas. Mm-hmm. C'est comme temporaire. Mm-hmm. En 2013, la maman de la fillette, elle tombe encore enceinte. Mm. Évidemment, elle décide de garder le bébé. Ils sont encore ensemble? Ils sont C'est encore les mêmes ensemble à parents, ce dans le fond. moment-là. Oui, OK. c'est ça. Ils sont encore ensemble à ce moment-là. Mais cette grossesse-là, elle se passe tellement pas bien, ils se chicanent tout le temps, ils se battent, qu'ils se séparent OK. à ce moment-là quand elle est enceinte. Et là, la mère, elle tombe amoureuse du frère du père. Oh! Donc, Oh. le Ça- frère de son baby daddy. Et boy, les Puis, elle chicanes déménage- de famille. Fait que là, elle déménage avec lui. En 2014, à l'accouche de son deuxième bébé, c'est un petit garçon. Son petit garçon, il vit donc avec sa mère et son oncle, Mm-hmm. en théorie. Ben, pas en Ouais. théorie. Mais Ouais. Il vit avec son oncle. Le papa biologique, il n'est pas content de la situation, puis là, il commence à se battre en cours parce qu'il veut avoir la garde de son fils. OK. Il n'a toujours pas la garde de sa fille. Le 18 juillet 2014, il obtient, le petit, il y a quelques mois, là, il obtient la garde du petit garçon parce qu'encore une fois, la mère est déclarée inapte à s'occuper de son enfant. Mm. Le père a maintenant la garde de son fils, mais là, il veut avoir la garde de sa fille qui habite encore chez sa grand-mère. Mm-hmm. Puis, je tiens à dire que quand elle habite chez sa grand-mère, la petite fille est heureuse, Mm-hmm. elle va bien, elle va à l'école. Oui. Laissez-la là, s'il vous plaît. Je sais que c'est pas ça qui arrive, là, mais... En 2015, non seulement le père réussit à avoir la garde de sa fille, mais il réussit aussi à empêcher la grand-mère de contacter ou de visiter sa petite fille. Hein? Comment il a réussi à faire ça malgré tous ses problèmes connus d'alcool et de drogue? Tu me demandes, Ouais. Donc, on se rappelle qu'à chaque 6 mois, il y a une audience devant le juge pour décider si la fillette reste avec sa grand-mère ou est vraiment heureuse, ou si elle retourne vivre avec son père. Donc là, pour bien comprendre ce qui s'est passé, comment il a fait pour avoir sa fille, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne la loi sur la protection de la jeunesse au Québec. Okay? Parce que j'ai dû faire des recherches là-dessus, je ne savais pas moi non plus comment ça fonctionne. Donc, cette loi-là, elle protège toutes les personnes de moins de 18 ans dont la situation met en danger sa sécurité ou son développement et ou qui a été signalée à la Direction de la protection de la jeunesse, la DPJ. La loi sur la protection de la jeunesse est basée sur 2 principes. 1, le maintien de l'enfant dans son milieu familial et 2, l'intérêt de l'enfant. L'ordre est vraiment important ici. Le premier, c'est vraiment le but, maintenir l'enfant dans son milieu familial. Mm-hmm. Donc, quand un enfant est maltraité ou il est en danger, la DPJ évalue sa situation pour déterminer s'il est en difficulté et s'il a besoin de protection. Donc, la DPJ, les intervenants, ils gardent toujours en tête le premier principe qui est de maintenir le plus possible l'enfant dans son milieu familial, donc avec ses parents biologiques. Lorsque la DPJ fait des recommandations en cours aussi, après leur évaluation, le juge, il a quand même la décision finale. Donc, il peut écouter les recommandations comme il peut les ignorer. C'est lui qui décide. OK. Donc, là, maintenant que je vous ai expliqué cette loi-là, en 2015, il y a eu une audience, le père, et sous les recommandations de la DPJ, il a décidé de redonner la fillette à son père et de la retourner dans son milieu familial initial. Mm-hmm. Pas dans le milieu où elle s'épanouit puis qu'elle va bien. Non, parce que dans l'ordre, c'est
Le milieu familial plus que le bien-être. Exactement. Donc là, pourquoi le juge a choisi de la retourner à son père? Il y a 3 raisons. La première raison, c'est la copine du père, la belle-mère. Mhm. Le papa toxicomane, il a rencontré une femme de qui il est tombé éperdument amoureux et ils ont commencé à habiter ensemble. Et cette femme-là, comme l'a décrit si bien Patrick Lagacé, aussi cabochonne que son chum, elle n'est pas facile à vivre, puis elle a aussi des problèmes de consommation de drogue et d'alcool. Donc, le couple se chicane constamment puis ils se battent souvent. Elle a même déjà mis le père à la porte avec toutes ses affaires. La police était intervenue à ce moment-là, mais ça a l'air que c'est pas important. Mhm. Parce que même si tous ces détails-là sont connus des autorités et des intervenants, la femme a réussi quand même à impressionner le juge et la DPJ. Selon eux, elle est mature puis elle incarne une influence positive dans la vie du père. OK. Le Pas juge a convaincu. même dit à son propos, et je cite, « Le père est bien épaulé, sa conjointe est dotée d'une grande maturité, elle est franche et elle n'a pas l'intention de mettre en danger l'enfant. » Mais tu sais, elle a des problèmes d'alcool, elle a des problèmes de drogue, ils se chicanent, ils se battent physiquement. Mhm. La police est déjà intervenue, mais ça, c'est pas important. Elle devait être peut-être une bonne manipulatrice, là. Oui, probablement aussi. Mm. Donc ça, c'était la première raison, la femme. La deuxième raison pour que le juge redonne la fillette à son père, le comportement du père. Le père réussit lui aussi à impressionner le juge en lui disant qu'il participe à des ateliers sur la parentalité. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Et il dit qu'il a arrêté de consommer de la drogue depuis 3 semaines. Mhm. Et là, je recite mon chum Patrick Lagacé qui dit, je cite, il dit « Je n'invente pas ça. Une juge a pensé que le fait de cesser de consommer de la dope pendant 3 semaines, c'est un signe encourageant de maturité parentale. » J'aurais pas pu mieux décrire Ouais. ma pensée. 3 semaines, quand 3 même. semaines, c'est rien, là. C'est rien, là. Tu 3 sais pas semaines. si ça va toffer ou pas, là. Le gars, comme j'ai arrêté de prendre la drogue depuis 3 semaines, basé sur rien parce que c'est dire. Ouais. Il n'y a pas de preuve. En tout cas, bref. Et la troisième chose, c'est la grand-mère soi-disant folle. Sachant que son fils veut récupérer sa petite fille, qui n'est pas du tout apte à s'en occuper, la grand-mère a fait tout en son pouvoir pour empêcher que la fillette retourne chez son père, Mhm. ce qui est normal pour nous. Oui. Elle met l'accent sur la piètre qualité de vie de son fils, son manque de jugement, puis bien d'autres problèmes. Puis elle mentionne même le fait qu'il a abusé sexuellement de son frère et sa sœur adolescents. Mais ça a l'air qu'elle en met trop. Elle va trop loin. Donc, dans la décision du tribunal, on décrit comme la grand-mère comme étant, et je cite, « une femme qui a un système d'alarme défaillant et qui voit des dangers partout. » Tu sais? Peut-être qu'elle voit la vérité. Et dans une autre décision antérieure d'une audience, à chaque 6 mois, il y avait des audiences, la juge Julie Beauchesne, elle a dit ceci, et je cite, « Le tribunal constate une grand-mère émotive, complètement dépassée, envahie par ses émotions, qui fait une attaque en règle à tous les niveaux contre son fils. Le tribunal ne croit pas au bien fondé des attaques faites par la grand-mère envers le père. Le tribunal considère avoir eu un témoin partial, donc pas neutre, voulant noircir son propre fils, craignant le déplacement de sa petite fille. » Oh! Fait qu'elle, parce qu'elle veut protéger sa petite fille, elle est folle. Oh my God. Et ça devait tellement être frustrant pour elle, là. Tout ce T'imagines-tu? processus-là, là, de se faire dire qu'elle inventait, puis qu'elle exagérait, puis elle était juste là. Non, non. Elle Non, sait qu'il a je- même abusé sexuellement de son frère et sa sœur. Les autorités sont au courant de ça. Le juge, il sait, les intervenants le savent. Ils sont tous au courant de ça, là. Oh my God. Donc, le 17 septembre 2015, le père gagne en cours et obtient la garde à temps plein de sa fille. Il continue de se battre quand même contre sa propre mère, qui, elle, sait que sa petite fille n'est pas en bonne main avec son père. Mhm. Malheureusement, le 18 mai 2016, sur ordre de la cour, la grand-mère perd ses droits de visite à sa petite fille et ne peut plus du tout la contacter. Oh my God. On peut lire dans la décision du juge, et je cite, « Imposer des visites avec les grands-parents pourrait perturber l'équilibre de cette nouvelle cellule familiale, et comme le tribunal a décidé d'investir dans celle-ci, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de la fragiliser. Le tribunal considère qu'il y a un risque, à long ou moyen terme, que l'enfant soit exposé à un conflit de loyauté
ce qui pourrait compromettre son lien d'attachement avec son père. Je suis en tabarnak. Genre, comment couper les ponts avec deux personnes qui l'aiment vraiment, puis qui s'en occupent bien, ça peut être bien pour elle. Ça, c'est cave en tabarnak. Là. C'est ridicule. Cette histoire-là, ça me fait capoter. Puis c'est vraiment pas fini. La petite va donc habiter avec son père et sa belle-mère. Et c'est là que son cauchemar commence. On n'a comme pas les détails exacts sur l'enfer que la petite a vécu à ce moment-là quand elle habitait avec son père et sa belle-mère. Okay? Mm-hmm. Mais on sait que la petite a plusieurs fois tenté d'aller chercher de l'aide, mais il y a personne qui l'a jamais pris au sérieux. Il y a de nombreux signalements qui ont été faits par la famille, donc les grands-parents et la mère, à la DPJ. Ils disaient que l'état de la fillette se dégradait, qu'elle devenait de plus en plus maigre, qu'elle avait de nombreux bleus ou brûlures de cigarettes et que son comportement devenait inquiétant. Malgré tout ça, à chaque fois, les intervenants ils jugeaient que tout était beau. Oh my God. La fillette tente aussi de dire à des responsables de son école, de la commission scolaire de Val-des-Serres à Granby, qu'elle subit de la violence à la maison. Aucun résultat. Elle a parlé à 4 ou 5 personnes à l'école. Oh my God. En 2017, la fillette, en mauvais état physiquement, se serait même rendue dans un dépanneur pour demander de l'aide. Et elle dit que sa belle-mère lui a fait du mal. La femme, elle a été arrêtée, apparemment. Elle est accusée de voie de fait sur la petite. Elle a plaidé coupable. Aucune conséquence. Elle est coupable de voie de fait sur un enfant, puis elle a le droit de rester dans la même maison qu'elle. Ouais. What the fuck? Je sais pas. J'ai pas plus de détails sur cette partie de l'histoire-là, mais en tout cas. Malgré toutes ces tentatives-là, il y a personne, et quand je dis personne, c'est fucking personne qui aide la petite fille en détresse. Puis sa grand-mère, tu sais, je veux dire, elle fait du mieux qu'elle peut, mais elle n'a pas le droit de la code. Elle peut rien faire. Le soir du 28 avril 2019, la fillette a réussi à s'échapper de sa maison par une fenêtre. Complètement nue, elle se rend chez un voisin. Son père va vite la récupérer puis il l'enferme dans sa chambre. Le couple immobilise la fillette au sol, l'attachant avec une chemise kaki en y faisant un nœud le plus serré possible avec les manches comme une camisole de force. Puisqu'elle continue de se débattre, ils enlèvent la chemise et la belle-mère décide de l'attacher plus solidement en l'enroulant avec du tape transparent pendant que le père la tient par les pieds. La belle-mère s'assure de bien envelopper la fillette qui continue de se débattre et de crier. Elle commence par les pieds, puis continue à enrouler jusqu'à ses cheveux en passant par son visage pour l'empêcher de crier davantage. Son nez et sa bouche sont couverts. Là, il la laisse dans cet état-là, sur le plancher, puis ils s'en vont se coucher. Le lendemain, le couple part travailler sans même aller jeter un coup d'œil à la petite fille, voir si elle était correcte. De retour à la maison vers 10 heures le même matin, le père, il va voir dans la chambre, puis il constate que sa fille a perdu connaissance puis qu'elle ne respire plus. Il tente de la réanimer sans succès. Il décide d'appeler le 911 vers 11h30. Fait, il y a comme 1h30 qui s'écoule. Il a essayé de faire le CPR, il a essayé de la réanimer, ça ne marche pas. C'est juste le lendemain, le 30 avril 2019, à l'hôpital Fleurimont de Sherbrooke, qu'on constate le décès de la fillette. On procède donc à l'arrestation du père et de la belle-mère qui sont détenus jusqu'à leur procès. Les funérailles de la fillette ont lieu le 9 mai 2019 à l'église Sainte-Eugène de Granby. Ouais. Je suis vraiment fâchée. Ça finit pas là. Et le voisin, y a-tu dit quelque chose? Y a-tu fait quelque chose? Je sais pas. L'histoire dit pas si... C'est à cause des interdictions de publication, il me manque vraiment des détails, mais l'histoire dit pas... Je pense qu'elle a couru vers chez un voisin puis son père l'a pogné avant qu'elle se rende. OK. C'est ma théorie parce que je peux pas croire que c'est assez rendu chez le voisin. Qui aurait pas appelé la police. C'est ça. Fait que ça, c'est ma théorie. Mais encore là, il y a tellement d'interdictions de publication, il manque tellement des détails. Je vous dis vraiment le plus que je peux vous dire. D'habitude, c'est moi qui raconte des histoires vraiment fâchantes. Là. Ouais. Mais là, pour une fois, c'est moi qui est vraiment en tabarnak. Là. Je pouvais pas en parler. Donc là, les procès. Le procès, devrais-je dire. Le procès de la belle-mère, il a eu lieu en premier. Elle est accusée de meurtre au 2e degré et de séquestration. Elle plaide non coupable.
En tout, il y a 24 témoins qui sont entendus au cours du procès devant le jury qui dure à peu près 2 mois au palais de justice de Trois-Rivières parce qu'ils n'ont pas fait ça à Granby. Et trouver un jury impartial aurait été impossible. C'est le 9 décembre 2021, après 4 heures de délibération. Ça a l'air que 4 heures de délibération, selon la couronne, c'est une rapidité surprenante et rarement vue. Mm-hmm. Ça a l'air c'est extrêmement rapide. Les 14 membres du jury déclarent la belle-mère coupable des 2 chefs d'accusation. Elle écope d'une sentence de prison à vie sans possibilité de libération avant 13 ans. Elle va porter en appel sa condamnation et sa sentence. On n'a toujours pas d'informations là-dessus. Ah ouais? Pour ce qui est du père. J'espère qu'elle va perdre. Pour ce qui est du père, au départ, il devait être accusé de négligence ayant causé la mort, de séquestration et de ne pas avoir fourni les choses nécessaires à l'existence de sa fille et de l'avoir abandonnée de manière que sa vie ou sa santé soient compromises. Donc, 3 chefs d'accusation. Pas de meurtre. Le procès devait commencer le 10 janvier 2022 parce qu'au départ, il voulait plaider non coupable. Cependant, il a changé d'idée puis il a décidé de plaider coupable devant la Cour supérieure. Donc, il n'y a pas eu de procès qui a eu lieu. Et même que le 3e chef d'accusation, celui d'abandon d'enfant et d'avoir omis de fournir les choses nécessaires à la vie, il n'a pas été déposé. OK. C'est comme le deal, tu plaides coupable. Probablement, oui. Donc, pas de procès. Ouais. Lui, il a eu une peine de 4 ans de détention. Seulement. Puis, il y a 6 mois qui ont été aussi soustraits de sa peine en raison du temps de détention qu'il a purgé entre son arrestation et son procès. Et même aujourd'hui, il nie toujours catégoriquement avoir causé la mort de sa fille. Et là, c'est pour ça que je te dis que c'est d'actualité. Le 23 avril dernier, donc c'était cette semaine, on est le 28 avril aujourd'hui. Après 15 mois de prison, il a fait une demande de libération conditionnelle, mais c'est ça, cette semaine, ils lui ont refusé. Il y a même l'équipe de gestion de cas du père proposait même une semi-liberté dans une maison de transition à Longueuil. C'est chez nous. Avec un couvre-feu, mais ça aussi, ça y a été refusé à cause de son comportement de merde. La commission va tenir une nouvelle audience en novembre prochain, donc à peu près 6 mois avant sa libération, à suivre. Mais techniquement, le gars, en avril l'année prochaine, 2024, il est libre. Free as a bird. Il a tué sa fille, 4 ans de prison. Ouais. Ciao, bye. Et là, tu te demandes peut-être pourquoi les accusations elles semblent un peu légères. C'est meurtre 2e et non 1er, et seulement séquestration pour le père. Ça, c'est en partie à cause de la cause du décès de la fillette qui a été déclarée comme étant la suffocation. Donc, c'est comme pas une mort directe. Ouais. Puis, cette cause-là, elle inclut donc pas la maltraitance que la petite elle a pu subir. Donc, ça allège la charge des accusés. Calice. Donc, voici ce qu'on sait de la cause de son décès. C'est la pathologiste Dr. Caroline Tanguay du laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale qui a conclu d'une mort par suffocation. Cette pathologiste-là aurait réalisé plus de 2200 autopsies dans sa carrière. Wow. She knows her shit. Excusez, il faut que j'arrête de parler en anglais. Et c'est ce qu'elle fait. Donc, voici les détails sur son investigation sur le corps qui ont été dévoilés lors du procès de la belle-mère. Il y a toutes les marques de petite taille qui ont été qualifiées de lésions ou de bleus sur le corps. Elle a dit qu'ils étaient, et je cite, mineurs, non spécifiques et ils n'expliquent pas le décès. Donc, ça, c'était juste sa maltraitance quotidienne. Mais on s'en fout. Ensuite, il n'y a aucune malformation cardiaque. Elle n'a pas de fracture du crâne et elle n'a pas d'hémorragie au cerveau ni de maladie chronique. Donc, ça ne peut pas être exclu. Il n'y a aucune cause traumatique ou toxicologique qui peut expliquer la mort. Il y a les traces de médicaments qui ont été relevées dans son sang qui étaient en quantité thérapeutique et correspondaient aux prescriptions des médecins. Donc, pas pas trop de... Ouais. Pas d'overdose, là. Ouais. Il y a aussi la taille de la petite qui était vraiment inquiétante, OK? À sa mort, la fillette de 7 ans, elle pesait 36 livres. C'est 16,4 kg. Pour vous donner une idée, ma fille de 15 mois, elle pèse à peu près 25 livres. Elle a 7 ans, elle en pèse 36. C'est genre la peau sur les os. Ouais, c'est pas beau. Puis elle mesurait à peu près, 1,02 mètres, 3 pieds, 3 pouces. J'ai googlé la taille moyenne d'une fillette de 7 ans, c'était à peu près 4 pieds 1. Elle était à 3,3. Elle était vraiment petite.
La fillette était donc très en dessous des courbes de croissance. Mhm. Mais, Dr Tanguay n'a rien vu dans son dossier médical qui explique sa petite taille et son petit poids. Bien qu'elle fût très petite à la naissance, elle avait quand même rattrapé son retard et grandi normalement jusqu'en 2017. Fait que ça, elle l'a exclu. On s'en fout qu'elle soit minuscule. La pathologiste a aussi exclu la mort par hyperthermie. Ça, c'est la mort qui est produite par un réchauffement très important du corps, comme par exemple les enfants qui sont oubliés dans les voitures l'été et qui décèdent. Ouais. Là, ça, c'est des morts par hyperthermie. Ça l'exclut ça. Ça aurait pu être causé par le tape parce qu'il faisait extrêmement chaud dans la pièce. Mhm. Elle l'exclut parce qu'apparemment, il faut une température d'à peu près 43 degrés pour engendrer un décès par hyperthermie, alors qu'à peu près 1 heure plus tard, à l'hôpital, quand ils ont pris la température de la petite, quand elle est arrivée, elle était à 34 degrés. Puis la pathologiste a dit que tu peux pas perdre 8 degrés en 1 heure. Ça veut dire qu'elle n'a pas atteint le 43 degrés. Okay. Donc, pour toutes ces raisons, le docteur Tanguay, elle a eu d'autres choix que de se tourner vers, et je cite, a dit « les circonstances ayant entouré le décès et de procéder par élimination ». Sa conclusion, je cite, « La cause du décès est une suffocation externe dans le contexte qu'on me donne. » Elle a bien spécifié. Selon elle, certains décès par asphyxie laissent aucune trace sur le corps. C'est pourquoi la maltraitance que la fillette a dû subir est écartée du jugement des parents. Parce qu'elle n'est pas décédée de maltraitance. De maltraitance. Mais ils l'ont tapé, Carlis. Ouais, c'est ça, de maltraitance tapée. Mais mettons, elle n'est pas morte de ses blessures physiques, là, de ses mettons, elle n'a pas de bleus, traumatisme crânien, ils l'ont pas vargé, ils l'ont pas, tu sais. En tout cas, c'est vraiment frustrant. Fait que là, la famille était comme pas très satisfaite de tout ça. Mais prison à vie chill, le père, plus ou moins, mais il était quand même en prison, fait qu'ils sont pas si pires. Mais là, le 17 octobre 2022, il y a quelques mois, la mère et les grands-parents paternels de la fillette ils ont déposé une poursuite civile contre la DPJ, le Centre de services scolaires de Val-des-Serres et 4 personnes impliquées dans le dossier, dont 3 intervenants et un chef de service de la DPJ qui étaient au courant de la situation et qui n'ont rien fait. Ils réclament en tout 3,7 millions de dollars en dommages punitifs pour avoir ignoré les signaux d'alarme indiquant que la fillette était victime de maltraitance, d'abus et de violence. La famille est représentée par Maître Valérie Assouline, une avocate spécialisée en droit de la famille et de la jeunesse. On n'a pas encore la conclusion de cette poursuite-là, ça fait juste quelques mois à suivre. Donc, bien que cette histoire-là ait une fin plus qu'horrible, il y a quand même un peu de bon qui en est ressorti. En 2021, il y a la commission Laurent qui a été mise sur pied pour brosser le portrait d'une société qui a failli à protéger les enfants québécois après l'événement de la fillette de Granby et aussi dû au nombre de signalements de la DPJ qui a plus que doublé en 25 ans. Selon eux, ça représente, et je cite, un échec collectif à accompagner et à soutenir les familles pour prévenir la maltraitance des enfants. Le 3 mai 2021, Régine Laurent, la présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants de la protection de la jeunesse, a présenté son rapport de 500 pages, c'est énorme, proposant un virage majeur vers l'agir tôt, incluant une hausse de budget allouée à la prévention. Il souhaite offrir un accompagnement précoce, intensif, continu et stable aux enfants et aux familles. La Commission constate des failles sur le plan de la réception et du traitement des signalements de la DPJ, ainsi qu'un manque de rigueur dans l'évaluation et la situation des enfants. Dans le rapport, on peut lire, et je cite, « Il faut passer d'un Québec fou de ses enfants à un Québec digne de ses enfants. » Et là, Patrick Legacy, lui, a dit « Le système est en cours de réforme. La commission Laurent recommande de remplacer la primauté du lien parent-enfant pour mettre l'intérêt de l'enfant au-dessus de toute considération dans la loi. C'est fou quand on y pense, ça aurait pris la mort d'une enfant de 7 ans pour comprendre cette évidence. » Ouais, c'est quand même... Pourquoi c'était pas le premier critère avant? Je comprends pas. Écoute. Le rapport présente aussi les particularités des familles et des communautés autochtones en matière de protection de la jeunesse. Le rapport Laurent, il a fait beaucoup bouger les choses, puis il a apporté beaucoup de positifs au Québec, dont la loi 15.
Je dis, ça découle, il y a beaucoup de Ouais. choses qui découlent de ça. La loi 15, OK, c'est l'intérêt de l'enfant devra primer. Donc, on se rappelle que lorsque la mort de la fillette de Granby est survenue, je vous ai expliqué un peu plus tôt la loi sur la protection de la jeunesse. Je vous avais dit qu'elle était basée sur 2 principes dont l'ordre était très important. 1, le maintien de l'enfant dans son milieu familial et 2, l'intérêt de l'enfant. Mhm. Ça, c'était l'ordre. Le projet de loi 15 qui a été présenté en 2022 par le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman, présente une réforme de la loi sur la protection de la jeunesse découlant des recommandations de la commission Laurent. En gros, il souhaite que l'ordre des principes de la loi sur la protection de la jeunesse change, donc il switch, Mhm. pour que l'intérêt de l'enfant passe en premier avant la famille naturelle et l'intérêt des parents biologiques. Oui. Ce qui a vraiment du sens. Oui. La loi a été adoptée, thank God, à l'unanimité en avril 2022, il y a juste 1 an, à l'Assemblée Mhm. nationale. Donc, dorénavant, la décision de confier à nouveau un enfant à ses parents biologiques devra être motivée par l'intérêt de l'enfant Mhm. et non par c'est qui ses parents biologiques. Ouais. Cette loi représente aussi une avancée pour les enfants autochtones. Il faut savoir qu'au Québec, 15% des enfants de moins de 14 ans en famille d'accueil sont autochtones, même s'ils représentent juste 3% de cette population-là. Mhm. Aïe, aïe. Ce qui est fucking stupide comme Ouais. statistique, ça n'a pas de sens. Je te lis un article qui décrit vraiment bien. Je ne voulais pas le réécrire parce que c'est assez clair. Un article de Radio-Canada. Ils disent « Un nouveau chapitre regroupant toutes les dispositions applicables aux enfants autochtones sera introduit dans la version révisée de la loi 15, que je viens d'expliquer. Mhm. De nouvelles mesures visant à tenir compte de facteurs historiques, sociaux et culturels qui leur sont propres seront aussi intégrées, comme, par exemple, la notion de conseil des familles. Le projet de loi prévoit la possibilité pour une communauté autochtone d'administrer l'aide financière pour favoriser la tutelle coutumière, l'adoption et l'adoption coutumière. De ce que j'ai compris, le gouvernement québécois reconnaît maintenant le concept de famille élargie pour garder le plus possible les enfants au sein de leur communauté, mais le gouvernement est encore fermé à l'idée que les nations autochtones puissent voter leurs propres lois en matière de protection de la jeunesse. Mhm. Donc, moi, de ce que j'ai compris, c'est notre notion de la famille versus leur notion de la famille, c'est pas la même chose. OK. Eux, ils ont des familles élargies, ils sont beaucoup basés sur la communauté. Je me rentre pas trop dans le sujet parce que j'ai pas tout analysé ça, j'ai pas beaucoup lu là-dessus, mais c'est ce que j'ai compris jusqu'à maintenant. OK. Donc, je te lis aussi le dernière opinion de Patrick Lagacé parce que je suis en amour marine. Lui, il explique que c'est le système qui a tué la petite, dans le fond. Mhm. Il dit « Sans doute guidé par la loi sur la protection de la jeunesse qui affirme la primauté des liens du sang, les humains du système ont décidé que sortir une enfant du cocon où elle était animée depuis 3 ans pour la remettre à un père qu'elle ne connaissait pas, autrement que dans le cadre de visites supervisées, c'était une bonne idée. C'est la deuxième malchance de la petite, ce système de merde qui comprend pas que le fait de donner des chances à l'infini à des parents inaptes, ça bousille la capacité d'attachement des enfants. Cette deuxième malchance a tué la petite. Hmm. Ça n'a aucun bon sens. Et là, dernière affaire sur le sujet, là, je vous dis, c'est tellement un gros dossier. Je suis bien fan, moi, de la plateforme TikTok, okay? Oui. L'application TikTok, j'en regarde tout le temps. Et là, hier, OK, je suis tombée sur une histoire. Il y a un compte sur TikTok que je ne veux pas nommer parce que je veux vraiment pas attirer l'attention dessus. Le gars ou la fille utilise l'intelligence artificielle pour réincarner des gens puis ils les font parler comme des gens connus. OK. Il l'a fait avec Cédrica Palancher. Oh my God. OK, là, tu vois une petite fille qui parle, celle-là, je l'ai vue, qui raconte son histoire et malheureusement, il l'a fait avec la fillette de Granby. Oh, Je te montre. non. J'ai trouvé un Oh, screenshot, non. OK, je te montre. Puis tu vois son visage, puis elle raconte comment est-ce qu'elle est décédée, comme si c'était elle. Oh my God. Là, ces vidéos-là, je vais pas publier. Vous irez faire des recherches, là, je la publierai pas l'image. Et Non. je veux vraiment pas mentionner c'est qui. Mais ça n'a aucun asti de bon sens de faire ça. Ben non. C'est une image sur TikTok d'une petite fille enroulée dans du tape qui parle. Puis c'est vraiment freakant parce qu'avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on dirait que c'est vrai. Là. Mhm.
Puis elle raconte son histoire. Oh my God. Hey, c'est fucking pas correct, mais... C'est arrivé hier. J'espère qu'il va se faire poursuivre par les familles. J'espère tellement. J'ai regardé sur son compte. Il existe encore son compte. Il y a plein de vidéos. J'ai pas trouvé celle de Cédrica Provencher, puis j'ai pas trouvé celle de la fillette de Granby non plus. OK. Peut-être qu'ils les ont retirés. Oui, ils ont retiré. Je sais pas, ça s'en va où cette histoire-là. Ça a sorti hier. Fait que c'est très, très récent. La morale de cette histoire, tout le monde est en tabarnak. Oui. Voilà. Ça n'a aucun bon sens. Ça... genre, je connaissais un peu l'histoire, là. J'avais suivi un peu dans les journaux, mais... Hey, être jury à ce procès-là, le procès de la belle-mère, là, genre, c'est un peu mon rêve d'être jury dans la vie. Mais je suis pas sûre que j'aurais été capable. Non. Puis en plus, ils ont été présentés avec des preuves. Ils ont vu. C'est ça, ils ont vu. Ils ont tout vu. Là, là tu m'as juste dit, genre, quelques détails qui étaient connus de tout le monde, puis c'est fucking horrible. Puis genre, je me sens vraiment pas bien, mais eux, comme le niveau de détail qu'ils ont dû avoir. Ah ouais, ils ont vu les photos, ils ont vu la fillette enroulée comme une momie, là. Ils ont tout vu. Puis la grand-mère était dans l'audience, la mère était dans l'audience, ils ont tout vu. Tout le monde a tout vu. Ça n'a aucun bon sens. Ça a l'air que si tu fais des recherches extrêmement approfondies, tu peux en trouver, mais écoute, moi, j'ai pas fait ça. Parce que je veux pas voir ça. Puis, j'espère qu'une fois que le père sera sorti, qu'ils redonneront pas les droits sur son autre enfant, s'il vous plaît. Ben écoute, rendu là, on sait pas. Hein. Peut-être que oui. Je sais pas, le petit pet, il est où? Parce qu'il est pas vieux, il est né en 2014, il a 9 ans. Ouais, c'est ça. Sa sœur est décédée à 7. Puis il me semble que dans les... Il me semble que c'était un témoin important quand même, le petit frère, puisqu'il avait vu... Ouais. Il a vu qu'est-ce qui s'était passé avec sa grande sœur. Écoute, j'ai rien d'autre à ajouter. Cette histoire est horrible. C'est sûr qu'on va faire des suivis parce que là, le papa, il veut sortir de prison. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il va sortir éventuellement. Il va avoir fait ça. Ah ouais, en avril, dans un an, lui, il est libre. Mm. Il est libre comme l'air. Mais c'est drôle qu'il l'ait vraiment... Tu sais, qu'ils ont vraiment mis toute la faute sur la belle-mère. Là. Ben, c'est ça, on n'a pas les détails. Là, parce que lui, le père, il a quand même participé. Il a participé, mais c'est pas lui qui a mis le tape. Il a juste tenu les pieds. Mais là... Il a juste tenu les pieds. Il a juste fait ça. Pendant qu'il mettait du tape. Pendant qu'elle enroulait pendant du tape. Moi, j'irais coller meurtre 2e degré à lui aussi. Là. Non, écoute, parce qu'elle pas, je ne suis pas procureur. Il l'a pas tué. Elle est morte par suffocation. Donc, c'est la belle-mère qui l'a tué. Ouais. En tout cas, bref. Donc, si jamais vous voulez écouter l'histoire d'Aurore qui est pire. Comme la même histoire, mais il y a 100 ans. Ouais. Puis la maltraitance, c'est pire. Là. J'ai beaucoup de détails là-dessus. Puis ceux qui pensent qu'ils connaissent l'histoire parce qu'ils ont écouté le film, non. C'est vraiment pas ça. Ouais, fait que si vous voulez entendre l'histoire de Aurore, abonnez-vous à notre Patreon. Oui. C'est ça. Ouf! Hey, je suis comme déprimée. Puis là, on va enregistrer l'histoire de Aurore, qui est aussi déprimante. Exactement. Et on va avoir besoin d'un bon drink. Ouais. Ah ouais. Non, mon café, il fait plus effet. Non. OK. Bon, mais merci d'avoir été à l'écoute encore. Désolée de cette histoire horrible, mais effectivement, je pense que c'est important d'en parler. C'est quand même une histoire qui a marqué le Québec. Puis si vous doutez qu'il y a de la maltraitance autour de vous, n'hésitez pas. Ouais. Faites un signalement. Au pire, vous n'aurez pas raison, mais... C'est pas parce que le nombre de signalements à la DPJ ont doublé en 25 ans qu'il faut arrêter. Là. Non, c'est ça. C'est pas ça que ça veut dire. Non. C'est au contraire. Il faut les faire quand vous avez un doute. C'est vraiment important. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et on vous aime. Oui. Je sais pas comment finir sur une note positive. L'histoire est trop trash. Ah, il me semble qu'on avait une bonne nouvelle. Potin. Crime de Potin à la fin. Les Taillefer puis Hugues Duguay ont porté en appel. Ah oui? Oui. C'est vrai? On l'avait pas dit. Oui. Ouais. Yeah! À suivre. On espère qu'ils vont gagner cette fois-là. On tient tout ça de très près. Ah, et merci encore de nous envoyer les mimes sur Saint-Jérôme. Ça me fait brailler de rire à chaque fois. Oui, on a vraiment des bons mimes sur Saint-Jérôme. Il faudrait qu'on en poste à maintenant. Il y en a un sur un chauffeur de taxi qu'on nous a envoyé. Là. On devrait faire un post
avec toutes les mimes sur Jean Jérôme. Ouais, on devrait faire ça. Ah, il est où le chauffeur de taxi? En tout cas, bref. Même si je vous le raconte, ce sera pas drôle parce que Non, c'est l'image. Fait que on va terminer ça là. Ouais. OK, bon, ben merci. On vous aime. À la prochaine. Bye!